Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro du mois de juin de votre émission Enquête de région. 52 minutes pour vous démontrer qu'il faut croire en ses rêves, que rien n'est impossible. Au sommaire ce soir, quand Château-Larcher, un petit village de la Vienne, se prend pour le Puy du Fou. Depuis un an, des bénévoles se rassemblent pour mettre au point un spectacle vivant, médiéval et fantastique. Une aventure un peu folle qui a soudé les habitants de la commune. Du rêve, de la démesure avec la Cité du Vin qui vient d'être inaugurée à Bordeaux sur les rives de la Garonne. Le bâtiment est gigantesque, plus de 55 mètres de haut pour un coût total de 73 millions d'euros. Nous vous raconterons comment a été pensée et conçue cette vitrine du monde viticole. Et puis Aubusson rêvait d'un musée de la tapisserie à la hauteur de sa réputation. Rêve exaucé, à partir du 10 juillet prochain, la ville disposera d'un écrin digne de ce joyau, classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Vous connaissez tous le succès grandissant de la cinécénie du Puy du Fou. 365 000 spectateurs ont déjà réservé pour cet été. 23 des 24 dates affichent déjà complet. Une réussite qui fait rêver les Dream Keepers de Château-Larcher dans la Vienne. Avec à leur tête Charlie, un jeune metteur en scène, il a su fédérer des dizaines de bénévoles autour de son projet. Depuis un an, ils travaillent tous ensemble à la création de ce spectacle médiéval et fantastique, en costume et dans un décor spécialement conçu pour l'occasion. Une aventure humaine extraordinaire, des mois de répétition pour 3 soirées de représentation. La dernière folie de Charlie, c'est un magazine signé Marie-Noël Missud, Julien Delage, Florent Cavan, Manu Naudin et Christophe Poujas. Au départ, c'était un rêve, une ambition. Monter un spectacle médiéval fantastique dans la Vienne, avec 200 figurants. Effets spéciaux, personnages surnaturels, une création inédite menée par une troupe, les Dream Keepers. Un monde imaginé et créé par un homme. Là, on est sur les lieux du spectacle. On est à Château-Larcher, derrière l'église. Et c'est là où va se jouer tout le spectacle, donc les visiteurs de l'autre monde au mois de mai. Sur la droite, il va y avoir tout un village médiéval reconstitué. Juste devant le pont, il va y avoir l'arbre donc avec la déesse qui va sortir de l'arbre, un arbre qui fera 6 mètres de haut. Et sur la gauche, on aura le camp des orques. 3 mois avant la première, Charlie Marzel sait exactement à quoi va ressembler son spectacle dans les moindres détails. Des images qu'il faut matérialiser. Ce jour-là, dans l'atelier des Dream Keepers, c'est une séance de fabrication de costumes pour la grande bataille finale. Une centaine d'armures composées chacune de 86 pièces. Un travail précis, au plus près de la réalité, avec une matière première étonnante, des tapis de sol utilisés pour la gymnastique. Si on devait suivre les règles à la lettre, ça serait hors de prix pour notre petite association. Donc on est obligé de trouver des systèmes D comme celui-ci avec les fameux tapis de sol. Nous sommes à 10 jours de la première. Cette fois, les bénévoles sont nombreux pour installer les décors. T'as pas une échelle qu'on fasse à moitié chemin? Hop. Catherine, c'est une affaire de femme, tout ça, là, cette maintenance. Là, pour l'instant, c'est les plus musclés en fait. Ils sont les plus motivés pour faire la manutention. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah oui, ils sont en minorité les hommes, vous avez remarqué? Et il en faut du monde pour démonter puis assembler un village de paysans et un arbre magique tout en polystyrène. Jocelyn Dubos a 20 ans. Dans ce spectacle, il assiste Charlie dans le cadre d'un contrat de service civique. Il intervient en coulisses et sur scène où il joue l'un des 3 personnages principaux. En quelques mois, le jeune homme a découvert les multiples facettes du monde artistique. Ça vous a plu là, cette partie un peu bricolage, montage C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas en général dans la vie, donc c'est vrai que c'était assez sympa d'essayer de trouver des techniques, créer des outils aussi pour nous simplifier la vie. En plus on a fait l'arbre avec mes 2 frères, donc c'était familial en plus, donc c'était vraiment sympa. Ouais. Ça vous a appris des choses, cette aventure jusqu'à présent? Ah, ça m'a appris plein de choses, ça m'a appris la patience déjà, parce que c'est vrai que tout ce boulot,
faut du temps. Et puis même au niveau artistique, j'ai appris plein de choses. Forcément, c'est éducatif, quoi. Dans cette troupe de bénévoles, tous les milieux se côtoient. Menuisiers, chefs d'entreprise, gendarmes, télévendeuses. Les générations se croisent aussi. Vous donnez un coup de main, vous aussi, madame? Oui, je suis juste à la retraite, donc je m'offre ça pour le début de ma retraite. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce projet depuis le début? De la figuration. Hein, je suis un orque. Vous êtes un orque? On a le droit de dire qu'on est un orque? Je suis un orque, une méchante. Et vous venez régulièrement pour donner un coup de main, alors? Au moins une fois par semaine, des fois deux. Vous avez hâte d'être à ce spectacle, vous aussi? Ah oui, on va bien s'amuser. Ce qui est beau là-dedans, en fait, c'est l'effervescence humaine. Autant le projet, une idée, c'est formidable d'avoir des idées. Mais tant qu'elle n'est pas partagée, en tout cas, et qu'elle reste, entre guillemets, que dans la chambre ou dans sa maison, ça ne reste qu'une idée. Nous sommes à 4 jours de la représentation. Une vitamine, en tant que future Naya, déesse de la nature, je mange un légume. Les bénévoles se retrouvent autour d'un pique-nique avant de débuter la première répétition en costume. Depuis 5 mois, ils révisent tous les dimanches après-midi. Des heures de travail, parfois en famille, tous ont une place, un rôle qu'ils prennent très au sérieux. On a mis au point une chorégraphie de combat. Et puis, parce que c'est pas inné, hein, ça s'improvise pas, il faut faire attention, on a des vraies armes. Et puis, donc, on a fait une chorégraphie, on essaie de s'ajuster, de coordonner tout ça, et puis voilà. Donc ça, on ne peut le faire que si on s'entraîne. C'est moi qui suis responsable des effets pyrotechniques. Ouais. C'est une aventure très intéressante, passionnante, parce que y a du travail, il y a de la recherche au niveau des effets à faire. Parce que c'est pas simplement d'envoyer des fusées et de faire péter des pétards, c'est comme de dire, mais il y a un côté de création en même temps à faire dessus. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans cette aventure? Comme mon fils a 16 ans, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire une activité qui les sorte des écrans, des ordinateurs. Et puis on a incorporé la troupe et puis c'est un vrai régal. Allez tout le monde! On va déguiser maintenant? Eh, vous êtes là ou pas? Le 25! Le 25! Le numéro 6! 19! Le 22! 22! Il y a des bras gauches et des bras droits. Vous les testez et vous avez des jambes. Vous prenez chacun 2 jambes et 2 bras. C'est pas mal! Comment vous les trouvez, ces costumes? C'est super, et puis vraiment, il y a vraiment beaucoup de boulot de fait, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Et voilà. Hop. Impeccable. Ça. Ça y est, vous êtes équipés, Ça, c'est le mien. Pas tout à fait, il m'en manque un, là. Ouais, et puis, il manque le casque. Essayez le casque pour voir. Petit orque, hein, quand même. Hein. Ouais, moi, je suis toute petite, mais quand même, je suis très, très pugnace. Est-ce que vous pouvez vous mettre en place pour le mur? Donc je répète pour les costumes, merci de mettre des dessous noirs. Pantalon noir, t-shirt à manches longues, c'est mieux. Noir. Juste pour information, une épée en bois cassée, c'est 100 €. Une épée en métal, c'est 250 €. Ce qui serait pas mal, c'est que les binômes qui se tapent avec des épées, qui ont des épées en métal, se frappent avec et contre des épées en métal. Je ne veux pas de métal-bois. Ça va pas, c'est pas trop lourd? Non, non. Vas-y, attaque pour voir. Tu peux mettre la bande-son, là, vite fait, s'il te plaît? Charlie a écrit tous les dialogues. Il connaît précisément chaque personnage, chaque attitude. Qu'est-ce qui se passe? Quand t'es là, de toute façon, t'as pas de danger. Dans la ligne des prédateurs, t'es le premier, t'es tout en haut. Donc t'as aucune crainte à avoir. Au début de l'histoire, les villageois et les orques s'expriment dans un langage totalement imaginaire. Tout repose sur le jeu des figurants. Et là, tu te mets là pour te donner de la place. Le public est là. Tu fais ça et tu te mets de 3/4 vers le public.
et t'attends que ça passe. Ok? Je leur demande d'exagérer les gestes parce qu'il faut que visuellement dans les gradins, il faut que les gens voient ce qui se passe et que les gestes correspondent avec les paroles. Donc c'est pour ça que je leur demande d'exagérer. Les gens sont loin, donc il faut qu'on les voit aussi s'agiter de loin. Le soir de la première, le ciel est sombre. Il pleut. Dans les gradins, quelques spectateurs courageux ont fait le déplacement. Charlie a le visage tendu. Cet aléa climatique ne fait pas partie du scénario. Je suis embêté parce que le problème, si vous voulez, c'est pas la pluie, là, elle n'est pas forcément gênante pour le spectacle. C'est surtout pour la technique parce que malheureusement, on sera dans l'obligation de garder les enceintes bâchées, ce qui va créer un son pas forcément agréable pour certains moments du spectacle, quoi. Pour les bénévoles, franchement, moi je suis, ça me touche beaucoup qu'ils réalisent ce spectacle dans ces conditions parce que on donne beaucoup de soi, on donne beaucoup de son temps. Et finalement, à la fin, le temps n'est pas forcément là. On a plutôt tendance à se dire, est-ce que c'est ça? C'est dommage d'être récompensé comme ça, quoi. Et pourtant, dans les coulisses, l'ambiance est loin d'être morose. Les bénévoles ont oublié la pluie. Ils sont prêts à jouer devant le public. Le stress un petit peu, ouais, et surtout quand il y en a qui travaillent le lendemain matin, parce que moi je j'habite tard demain, mais on est tous là, c'est une grande famille et on s'aime tous. J'essaie d'avoir aussi l'avis du public, savoir si ça a plu, s'il y a des choses à modifier, parce que comme c'est un spectacle qu'on essaye de pérenniser dans le temps, on aimerait aussi avoir des retours pour pouvoir l'améliorer et puis continuer l'aventure. Est-ce que le roi est prêt pour le spectacle? Le roi est toujours prêt pour le spectacle. J'ai même hâte d'y être. Sors de là, mec! Dans le scénario imaginé par Charlie, 3 personnages de notre époque sont téléportés sur une autre planète. Un endroit où vivent des villageois, appelés les Amarques. Ils sont dominés par des orques, des créatures cruelles et sanguinaires. La rencontre entre ces deux univers crée des situations cocasses. Qu'est-ce que c'est que ce type? Eh, c'est le carnaval, les mecs, ou quoi? Vous êtes habillés comme au Moyen-Âge? Ou dramatiques. Les orques et les villageois finissent par s'affronter au cours d'une grande bataille. Super! Oui, ça vous a plu? Très 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 sympa. Et en plus, si jamais c'est bénévole, c'est encore mieux. Génial, génial, vraiment très bien. Ouais. Super spectacle, vraiment très sympa, très belle découverte. C'était génial, même le public est au rendez-vous quand il pleut, donc c'est que du bonheur. Vos impressions là, à l'issue de ce premier spectacle? Bien, bien, un peu trempé, mais bien. Non, les acteurs ont joué le jeu. Les principaux, comme les figurants aussi derrière, ils ont tous bien joué et puis on a passé un bon moment, j'espère que ça va continuer. Charlie Marzel a rempli sa mission, créer un spectacle inattendu. Les 3 soirs de représentation à Château-Larcher ont réuni 1800 personnes. Et au nom de tout le groupe de bénévoles que nous sommes, un grand merci à vous. Les Visiteurs de l'Autre Monde est le premier opus de 3 épisodes. Charlie travaille déjà sur ses prochaines folies. Voilà, et notez-le bien, les Visiteurs de l'Autre Monde seront rejoués en 2017 et 2018, en attendant donc les nouveaux opus. Autre rêve devenu réalité, celui de la construction de la Cité du Vin à Bordeaux. Elle a été inaugurée le mois dernier en grande pompe par le président de la République en personne. 10 000 mètres carrés, plus de 55 mètres de haut. Certains y voient un cep de vigne, d'autres une carafe à décanter. Un ouvrage titanesque équipé à l'intérieur des toutes dernières avancées technologiques. Une incitation au voyage, une plongée culturelle et commerciale dans le monde du vin. Une épopée que nous retrace ce soir Jean-Pierre Stahl et Xavier Granger avec la participation des équipes de France 3 Aquitaine.
Le fleuve a eu cette force d'insuffler à l'homme l'idée d'accoster, de fonder ici une civilisation. La Garonne a ainsi donné naissance à un lieu unique, la Cité du Vin, au confluent de la culture et des civilisations. Tout a commencé ici dans ce brouillard épais et ces matinées hivernales sur le site des Forges. En janvier 2013, hommes politiques et du monde du vin avaient chaussé bottes et chapeaux pour la première visite des lieux, en attendant d'enfiler sous peu gilets et casques de chantier. D'un coup de pelleteuse venait de disparaître ce passé industriel pour laisser place à un avenir culturel. Nous attendons plus de 400 000 visiteurs et bien entendu qui viendront du monde entier. C'est dans la cité millénaire de Saint-Émilion, au cœur du vignoble classé UNESCO, qu'Alain Juppé présente en 2009 son projet de centre culturel et touristique du vin. Un projet qui déjà fait couler beaucoup d'encre. C'est un projet extraordinaire par son ambition, par l'envergure du projet. C'est tout simplement faire de Bordeaux le centre du monde du vin. 50% des viticulteurs qui sont en train de crever de faim, qui sont au bord de la faillite. Et aujourd'hui, on vient de présenter un projet de 55 millions d'euros. Je trouve que ça est complètement indécent. C'est plus que positif, c'est indispensable. Il faut absolument qu'on arrive à dire qui on est, qu'on ne reste pas enfermé sur nos croyances du monde. Le vin, ce n'est pas un breuvage. Le vin, c'est un produit culturel. Un objectif ambitieux de plus de 10 000 mètres carrés va voir le jour. Un lieu vivant avec une scénographie, des expositions ainsi que des commerces. Le concept doit consacrer Bordeaux comme l'évidente capitale mondiale du vin. Je crois qu'il faut un geste architectural fort. Il faut que ce soit un beau bâtiment, il faudra un grand concours d'architecture, tout simplement pour qu'il attire le touriste. Aujourd'hui, nous nous orientons vers l'installation de ce centre dans le secteur des bassins à flot. Est-ce que ça ressemblera au Guggenheim? Je n'en sais rien, mais en tout cas, nous avons une ambition élevée. En janvier 2013, le trait d'architecture est dévoilé. Ce centre culturel se mue en cité des civilisations du vin. Le budget de 63 millions d'euros est bouclé avec la ville de Bordeaux, la communauté urbaine, la chambre de commerce, mais aussi l'Europe, l'État, la région, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et des mécènes privés. Il faut aussi qu'on accompagne la viticulture dans la compétition internationale. La région participe, mais pas le conseil général. Ah ben oui, c'est dommage, mais voilà, le conseil général, dans ses contraintes budgétaires, n'a pas souhaité y participer. C'est à Paris que la future cité prend forme. Un édifice qui sera plus haut que l'Arc de Triomphe, avec ses 50 mètres. Une cité du vin dessinée à 4 mains, celle d'Anouk Legendre et Nicolas Desmazières, les architectes de l'agence XTU. Sur la ligne de départ, 115 dossiers en septembre 2010, mais seulement 5 sont retenus en décembre, associés à des scénographes d'intérieur. Le projet doit concevoir une partie horizontale pour contenir le parcours permanent et une autre verticale pour permettre aux visiteurs d'avoir une vue imprenable sur Bordeaux. Cette enveloppe vient réunifier une tour verticale qui est la tour du Belvédère. Et on se retrouve là avec une hypothèse un peu différente, où l'enveloppe devient en fait dans notre hypothèse plutôt la robe, pour reprendre un vocabulaire du vin. Durant ces 2 mois et demi de réflexion et de conception, ces 2 architectes vont avoir une double révélation. Tout d'abord, en se promenant dans le vignoble de Bordeaux, ils vont alors s'inspirer de la rondeur du vin, mais aussi en découvrant les courbes du musée de la préhistoire qu'ils avaient eux-mêmes dessinées pour la Corée du Sud. Ainsi est née la Cité du Vin, tout en rondeur et sans couture. On est arrivé sur le site et c'était tellement scotchant de voir le bâtiment comme ça dans le site avec ses formes arrondies, toutes douces, qui étaient complètement en harmonie et fluide dans le paysage, que c'était assez renversant en fait. Et quand on a vu ça, on s'est dit bien sûr c'est ça qu'il faut faire pour Bordeaux, parce que c'est ça qui va faire le lien avec le fleuve, avec la fluidité, avec l'élément liquide, et finalement ça donnait un sens à l'ensemble. Le monde entier se presse pour la voir. En ce 19 juin 2013, la maquette est enfin dévoilée à l'occasion de Vinexpo, le salon mondial du vin et des spiritueux.
En guise de première pierre, ce sont 8 pieds de vigne qui sont plantés sur le site et entourent la future cité du vin. Quand on veut évoquer Bordeaux comme capitale du vin du monde, quoi de mieux que d'évoquer les vins du monde à Bordeaux? Bordeaux résonne avec le vin depuis des siècles et c'est clair que Bordeaux doit rester le cœur de ce monde des civilisations des vins. 600 personnes assistent à la projection du film Des saveurs et des rêves. Une évocation de ce que l'on va trouver au cœur de la cité, le survol de 20 vignobles du monde et l'histoire des plus anciennes civilisations qui ont cultivé le vin. Remonter le temps, mais jusqu'où? Cette histoire avait bien un début. 7000 ans au fin fond du Caucase. Puis vinrent les treilles ornant les tombeaux égyptiens, les grands pressoirs des abbayes cisterciennes. C'est un grand moment. Il y a des années que j'étais absolument convaincu qu'il fallait à Bordeaux un lieu emblématique où l'on pourrait présenter à tous les touristes qui viennent du monde entier, mais aussi aux Bordelaises et aux Bordelais, ce qu'on peut entendre par la civilisation du vin. À l'automne 2013, d'énormes engins de forage entrent en scène. C'est le groupe Vinci qui a été désigné en mai comme le constructeur de la cité. En bord de Garonne, le sol est pourtant meuble. Il faut alors réaliser 300 pieux en béton pour ancrer ce bâtiment de 13 350 mètres carrés dans la roche dure pour le stabiliser. Aujourd'hui, on démarre les travaux de pieux, donc des pieux qui vont descendre entre 25 et 30 mètres de profondeur, parce que le terrain est très mauvais. On est en bord de Garonne, comme vous pouvez le voir. On va effectivement voir sortir de terre une forme très ronde, qui va occuper une grande partie de l'espace, puisque le terrain sur lequel on est, il fait 14 000 m². Le bâtiment au sol, il en fait plus de 7 000, donc la moitié de la surface va être prise par ce bâtiment, qui va progressivement monter et qui va monter jusqu'à 55 mètres de haut. En permanence, plus de 120 hommes sont engagés sur ce chantier titanesque. Ce sont au total 40 entreprises, 20 corps de métier qui travaillent de concert. Le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage sont montés au printemps 2014. Ne serait-ce que de par ses formes, tout en arrondi, il pose pas mal de difficultés techniques aux entreprises et aux ingénieurs qui travaillent à la mise au point de tous les plans. Et effectivement, c'est pas tous les jours qu'on réalise un bâtiment de cette nature. En mai 2014, c'est la première visite officielle du chantier. Une soixantaine de mécènes découvrent avec intérêt et curiosité le gros œuvre. Ce sont des châteaux, des banques, des maisons de négoce qui participent en tant que bâtisseurs d'honneur, grands bâtisseurs ou plus petits contributeurs. Leurs dons varient tout de même de 100 000 à 1 million d'euros. C'est pas si douloureux que ça et de toute façon, on est très content que ce soit à Bordeaux, ça aurait pu être ailleurs. On est ravis de participer, vraiment ravis. Ils aperçoivent déjà le futur amphithéâtre situé entre le premier et le deuxième étage, entièrement financé par un mécénat américain. Une deuxième fondation va d'ailleurs être créée de l'autre côté de l'Atlantique. Cela représente à peu près 25% du montant du projet. C'est important par le financement, mais également c'était très important que l'ensemble du monde du vin soit avec nous. La cité des civilisations va vraiment prendre corps avec la pose de la charpente, son ossature, ce squelette en épicéa et Douglas français va lui donner son âme. À l'été 2014, ce sont 574 arches en bois lamellé-collé qui rendent au deuxième étage cet effet de nef, de cathédrale du vin. C'est la fin du parcours permanent. On est exactement à l'endroit où il y aura l'attraction sur Bordeaux. Et donc on termine effectivement par cet effet cathédrale. Cette charpente, imaginée par les architectes d'Ixtu et mise en œuvre par des entreprises expertes, Caillot et Fargeau, est assez exceptionnelle. Elle sera visible de l'intérieur et va abriter le parcours permanent. Les arches ont des grandes portées, c'était quand même un challenge qui était à relever. Et tous ces arcs sont repris aussi avec des fixations très très fines. Donc quand vous vous promenez, ils sont juste posés sur le béton, on n'a pas des grosses charnières ou des grosses fixations. À la fin de l'année 2014, la partie basse est entièrement recouverte de 4000 m² de panneaux de contreplaqué et d'une membrane étanche.
Alors que le gros œuvre se termine avec 9000 m3 de béton, Alain Juppé fait un point à mi-parcours et annonce un dépassement de budget d'environ 30%. Un dépassement mesuré au regard des 6 autres grands musées livrés en France, comme le Louvre à Lens ou le musée des Confluences à Lyon. Nous étions partis sur un budget global de construction en valeur livraison de 66 millions d'euros et ça sera plutôt 73, donc il y a un dépassement sur ce premier poste. Et puis ensuite il faut rajouter bien sûr le mobilier et puis on va faire un effort très important en ce qui concerne le numérique. Bordeaux a eu ses grands hommes visionnaires, ces penseurs qui ont marqué de leur plume les civilisations. Montesquieu est l'un d'eux. Ce philosophe des Lumières était l'un des plus gros propriétaires viticoles, avec 150 hectares au XVIIIe siècle. Depuis son château de la Brède, il a marqué de nombreuses générations qui viennent encore s'imprégner de son legs. L'esprit des lois et la séparation des pouvoirs. Cet esprit éclairé a inspiré les constitutions françaises et américaines. Par son travail sur de l'esprit des lois, eh bien on sait que la Constitution américaine, qui est la première constitution à avoir été écrite, eh bien, est très inspirée. On pourrait même dire que c'est presque un copier-coller de l'esprit des lois de Montesquieu. La pensée de Montesquieu a sans doute plané sur les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, dont faisait partie Thomas Jefferson. Ce dernier a coécrit la Déclaration d'indépendance de 1776 et a séjourné à Bordeaux. C'est son nom qui est donné à l'amphithéâtre de la Cité du Vin, financé exclusivement par des mécènes américains. Bien sûr, Thomas Jefferson, notre 3e président, il a passé par Bordeaux en 1787. Il a amené des bouteilles de bons vins de Bordeaux aux États-Unis. Donc il y a ce lien et je crois que les Américains s'intéressent beaucoup aux cités de vin. Thomas Jefferson fait aussi partie du tableau intitulé « Le banquet des hommes illustres » que l'on retrouve au sein du parcours permanent. Maria Callas, si vous saviez combien de fois j'ai rêvé de cette rencontre. Un banquet vivant et joué par des personnages de l'histoire qui tous ont partagé cet amour du vin. Un banquet où Pierre Arditi, l'ambassadeur de la Cité du Vin, joue le premier rôle en tant que grand passionné. Il possède l'une des meilleures caves de Paris avec plus de 12 000 bouteilles de vin. Le vin va parler d'histoire, de géographie, d'humanité, de philosophie, de savoir-faire, d'artisanat, d'humanisme, d'humanité. Donc le vin, au fond, d'une certaine manière, dit le monde. C'est ça que cette cité va raconter. Ce banquet des hommes illustres est projeté en avant-première à l'occasion du dîner de lancement de la Cité du Vin au Palais de la Bourse à Bordeaux, 6 mois avant son ouverture. Aujourd'hui, nous sommes tout près du but et l'année 2016 sera donc l'année de l'inauguration de la Cité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le site Huffington Post a fait la liste des 10 plus grandes inaugurations à travers le monde en 2016. Et dans ces 10 plus grandes inaugurations, il y a la Cité du Vin. Ça va être quelque chose de fort pour la ville. Et voilà, c'est aussi un grand moment. Je crois que c'est leur première grande soirée. Et c'est aussi le moment où le bâtiment prend sa forme finale. Il est en train de se terminer. Durant l'année 2015, la dame se pare de sa robe aux reflets dorés et argentés. 2500 panneaux d'aluminium sont posés sur la partie basse par SMAC Gironde, un travail tout en équilibre et en précaution. Les équipes de Coveris s'affairent quant à elles sur la tour de la Cité du Vin à partir de juillet 2015. Des travaux dans des conditions extrêmes avec des alpinistes du bâtiment. Ce qui va être délicat, vu que le bâtiment a quand même une forme qui est assez dynamique, on va dire. Donc ça va être de tout équiper pour pouvoir travailler en toute sécu et puis pouvoir descendre et faire vraiment ce qu'on a à faire sans être embêté. Ce sont 4500 pattes de fixation qui sont posées sur les parties en bois. Un chantier qui se poursuit jusqu'à la mi-décembre par des températures de plus en plus basses, parfois à peine au-dessus de 0 degré. Un travail de précision avec ingénieurs et géomètres qui ont fait des scanners en 3 dimensions. Nous avons 918 vitrages pour être tout à fait précis.
Ils ont tous des dimensions différentes, donc des dimensions qui vont du très petit verre, le plus petit fait 30 cm par 50 cm, le plus grand fait plus de 5 mètres par 1,50 m de largeur, il pèse un peu plus de 300 kg. La Cité du Vin voit sa couverture se terminer en décembre 2015 avec ses verres dorés, noirs, transparents, sérigraphiés tous différemment. Et elle culmine à 55 mètres de haut sur 10 niveaux avec un belvédère à 35 mètres accessible au public. Ce 16 décembre, Anouk Legendre, qui co-signe cette réalisation, est venue spécialement découvrir l'effet d'ensemble en cette fin de chantier extérieur. À Bordeaux Testing, place de la Bourse, les Bordelais et amateurs de vin montrent leur impatience à visiter la cité. Certains l'ont déjà adopté. Le conseil départemental de la Gironde va même participer au financement. Je trouve ça très original, moderne. Donc je pense que c'est en adéquation avec l'image qu'on veut donner des vins de Bordeaux pour les prochaines années. Je suis très fier qu'elle soit ici chez nous, plutôt que dans la Napa Valley ou dans le Chianti. Ça rappelle férocement une carafe à décanter, je trouve ça bien. Ça me tarde vraiment d'aller voir. Ici, l'âme de la cité se laisse entrevoir dans ce concert mêlé de grandeur et de fluidité. On retrouve, à travers ces dégustations, le geste architectural. J'ai eu la chance de pouvoir la visiter il y a quelques mois. J'ai été époustouflé. C'est le plus beau bâtiment que j'ai vu construit ces dernières années, ces grandes structures en bois, c'est extraordinaire. C'était nécessaire, dans la mesure où les gens qui arrivaient à Bordeaux ne pouvaient découvrir le Bordeaux qu'essentiellement dans les châteaux, et quelquefois c'est long, il faut y aller, le Médoc c'est 1h15, Saint-Émilion c'est 1 heure, tandis que là ils vont pouvoir avoir une idée précise de Bordeaux en prenant tout simplement le tram, et le tram les laisse devant la porte, et c'est extraordinaire. Dans les entrailles de la Cité du Vin, le parcours permanent est cet immense espace immersif, sensoriel et interactif de 3000 m². Son aménagement s'accélère à la fin de l'année 2015 et début janvier 2016, avec notamment la Grande Galerie des Civilisations. C'est un espace qu'on explore un petit peu comme si on était des archéologues. On commence, il y a plus de 7000 ans, dans le Caucase, sur ces premières civilisations qui ont commencé à faire de la viticulture et à consommer du vin, et c'était un signe de raffinement. Et puis on fait des sauts dans le temps, on passe chez les Égyptiens, on passe chez les Grecs. Ce sont près de 20 espaces thématiques interactifs qui se montent. Dans celui-ci, dénommé à bord, le spectateur vivra l'odyssée du commerce du vin devant un écran incurvé de 30 mètres sur 4. On s'assoit dans un environnement tout en bois, comme l'intérieur d'un vieux bateau. Et les projections sont dans ce sens qu'on se sent vraiment plein dans la mer avec une tempête des 4 Beaufort. Cette coupe du 2e étage montre l'ensemble des animations du parcours permanent où le public suivra à son rythme avec un outil multimédia appelé compagnon de visite. Une scénographie imaginée par le designer anglais Cassonman. Ici, on va parler plus particulièrement des caractères du vin. Dans un autre espace, ce sera l'histoire des vins. Et puis, un peu plus loin, on évoquera l'imaginaire du vin autour de l'art. Enfin, derrière vous, on parlera des procédés de fabrication. Cassonman, ce sont ces designers britanniques qui ont remporté le concours avec les architectes d'Ixtu. Ils ont conçu et aménagé le parcours permanent pour un budget de 12 millions d'euros. Bienvenue chez Cassonman, voici nos bureaux à l'est de Londres. Depuis plus de 20 ans, ces 20 designers ont développé une expertise dans la scénographie de musée.
Voici le projet dans son intégralité, qui montre les différents modules. C'est l'un des premiers lieux où l'on peut vivre une expérience immersive avec des vues en hélicoptère sur les vignobles du monde entier. Parmi les réalisations qui ont prouvé le savoir-faire de Casselman, voici l'Imperial War Museum à Londres. Un musée avec des projections étonnantes d'images d'archives et une interactivité avec des journaux d'époque à feuilleter. Une scénographie qui explique et met en valeur près de 2000 objets de la Grande Guerre et reconstitue des scènes quasi réelles, comme cette charge d'infanterie fauchée sous le feu de la mitraille. Ils recherchent des designers capables de raconter une bonne histoire et de captiver l'attention du public. C'est intéressant et nous sommes vraiment heureux, car ce sont des thématiques différentes. La guerre, le vin, les costumes d'Hollywood, autant de thèmes différents, c'est vraiment super. Les touristes vont affluer du monde entier et même arriver par le fleuve. Le ponton Cité du Vin a été installé en février 2016. Un ponton de 90 mètres avec une passerelle qui va permettre aux touristes d'accoster directement pour la visiter. Nous espérons qu'à travers ce magnifique outil, il y aura de plus en plus de touristes qui voudront découvrir notre fleuve, notre estuaire, nos vignobles, notre patrimoine. Un patrimoine culturel et viticole à découvrir. Ce sont désormais 7 compagnies étrangères qui profitent du boom des croisières œnotouristiques depuis Bordeaux. Les vignerons de l'appellation Côte-de-Bourg ont ainsi anticipé et investi 1,5 million dans un nouveau bar à vin pour accueillir tous les lundis cette compagnie américaine. Et nous pouvons vous garantir que nous allons vous amener beaucoup d'invités ici, grâce à nos bateaux et nos croisières autour du vin. On a signé donc cette opération avec Ama Waterways qui va venir tous les lundis de mars à novembre et c'est vraiment des retombées économiques sur le territoire. À l'aube de l'ouverture de la Cité du Vin, ces initiateurs dévoilent les retombées économiques estimées à 40 millions d'euros. 3 restaurants, snacks et bars à vin seront en exploitation à la Cité, en interne comme au niveau touristique. Cela va se traduire par 750 emplois directs et indirects. L'objectif est ambitieux puisque nous voulons attirer dans ce bâtiment 450 000 visiteurs tous les ans. Je rappelle qu'il y a 6 millions de touristes qui viennent chaque année à Bordeaux. Donc vous voyez que c'est à la fois ambitieux mais réaliste. Et puis on y trouvera un parcours tout à fait intéressant avec notamment ce qu'on appelle un compagnon de visite, c'est-à-dire un audio-guide de nouvelle génération interactif qui permettra d'avoir une visite vraiment très passionnante. À cette occasion, le prix du ticket d'entrée est enfin annoncé et fixé à 20 €, avec un abonnement et des tarifs réduits. Nous allons privilégier, en particulier pour les Bordelais, une carte annuelle qui va coûter 48 € et qui permettra d'avoir à la fois un accès permanent à la Cité, mais aussi de pouvoir inviter des amis et d'avoir des prix réduits sur un certain nombre de prestations. Au sein de la Cité, il va se développer une plateforme œnotouristique qui sera une partie de la Cité qui permettra de renvoyer ces touristes vers l'ensemble du vignoble. Rive droite, rive gauche, les œnotouristes vont ainsi déferler au beau jour dans le vignoble bordelais avec ses 6 routes du vin référencées, comme ici celle du Médoc. Un parcours savamment étudié et à faire à son rythme. Le parcours permanent vous convie à la découverte des vignobles français et étrangers. L'alchimie se fait ici avec cette invitation au voyage à la table des terroirs, rencontrant 50 vignerons de 10 régions du monde, ou encore traversant les siècles dans la galerie des civilisations. Un parcours d'éveil des sens, au détour d'arômes rappelant ceux du vin, un parcours ludique également, avec les arts de la table. On invite les visiteurs à s'asseoir à table, partager en fait le repas à la française. Là notamment on a Hélène Darroze qui va nous expliquer en fait la gastronomie à la française. Toute l'histoire du chantier a été suivie par Philippe Combe, photographe d'architecture. C'est lui qui a réalisé un timelapse d'évolution du chantier avec plus de 200 000 clichés.
Pour ce faire, il avait disposé à terre de nombreux boîtiers photos qu'il complétait avec ses prises de vue en hélicoptère. Toute cette architecture, finalement, c'est un objet qui est à la fois gracile, qui est très fluide, qui a plein de facettes différentes en fonction de l'endroit où on est. Si on est là, on va avoir un aspect plus massif. Si on est en hauteur, à 200 mètres, on a un aspect très fluide, très léger. Il a plein de facettes, de jour, de nuit. C'est vraiment une des figures emblématiques de l'architecture bordelaise. Au terme de ces 3 ans de travaux, les architectes Anouk Legendre et Nicolas Desmazières sont fiers de ces courbes audacieuses à l'entrée de Bordeaux. Un concept avec en apothéose le belvédère au 8e étage où le public pourra déguster un vin du monde et apprécier la vue sur Bordeaux à 360 degrés. C'est un grand moment d'émotion parce que voilà, on a travaillé pendant 5 ans pour ça et ça arrive à sa fin. C'est dans les dernières semaines, dans les finitions qu'on arrive à vraiment ressentir ce qu'on a voulu faire, parce que tous les petits détails comptent. On éprouve une certaine satisfaction, quoi, tout en restant modeste, mais on pense qu'un des grands enjeux du projet, c'était de faire une architecture qui soit en relation avec le vin. Je pense que c'était un des grands défis. C'est un voyage qu'on propose aux visiteurs. Ici, par exemple, sous le ciel du plafond bouteille, on avait espéré, on s'était demandé comment ça serait, et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Et on est content que les visiteurs puissent finir sur une vue spectaculaire. Avec sa robe constamment en mouvement, la Cité du Vin répond ainsi à la courbe de la Garonne et au vin, élément liquide. Une fluidité qui va transcender les années et les millésimes. Et l'heure est décidément aux chantiers colossaux mêlant architecture et patrimoine. Direction maintenant Aubusson dans la Creuse. La ville est mondialement connue grâce à ses tapisseries, des tapisseries classées depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le musée est en pleine rénovation, un projet d'envergure que nous avons suivi dès sa conception en 2008. Alors avant l'inauguration cet été, Marielle Camp, Nicolas Chigot et Alain Lafeuille nous proposent de découvrir ce site dédié à l'histoire et à la création, et c'est une avant-première. Le musée au théâtre, c'est fini. D'ailleurs, le musée aussi. L'univers de l'art tissé était bien trop vaste, il fallait au moins une cité pour l'explorer. Elle est là depuis un demi-siècle, mais on ne la reconnaît plus, cette chère Énade. L'École nationale d'art décoratif est méconnaissable dans ses nouveaux habits de toile et de bois. Elle est prête pour sa nouvelle vie de cité. Ça va permettre quand même beaucoup plus de surface d'exposition et puis d'avoir toutes les fonctions sous la main. C'est-à-dire d'avoir la formation qui est sur place, des possibilités pour la création contemporaine plus fortes, la visite du mobilier national. Donc ça va être une ruche, si vous voulez. Il va y avoir une 50aine de personnes dans cette nouvelle cité. Silence. Ici, on soigne des morceaux d'histoire, en toute discrétion depuis plus de 20 ans. Sur les métiers, des pièces de 3 ou 4 siècles, bien mal en point, patiemment et minutieusement restaurées à l'aiguille. On appelle cela le rentrayage. Un atelier jusqu'ici bien caché, mais qui va désormais pouvoir ouvrir ses portes aux visiteurs. Et ce n'est que le début des surprises. 2 étages en dessous, d'autres mains s'activent. Acte 1. La scène commence dans un palais très 17e. La nef est devenue une pièce en 5 actes ou 5 siècles. Les acteurs seront les chefs-d'œuvre de la collection. La mise en scène est signée par 2 scénographes parisiennes. On a épuré, c'est-à-dire que bien qu'il y ait des décors très sophistiqués, il y a très peu d'indications en texte. Mais l'expérience de la rencontre avec les hommes va être très directe, avec peu d'intermédiaires. Presque iconoclaste par rapport à la manière
quand on présente les collections dans les musées. On est tous prêts à prendre ce risque et à relever ce défi. Et le carton aussi fait partie du décor. L'œuvre peinte, qui précède toute tapisserie, la voici évoquée dans ses trompe-l'œil, des chefs-d'œuvre de belle taille réalisés sur place. On a travaillé d'une manière assez traditionnelle à la colle de peau de lapin pour tout ce qui est le début de l'expo. Ensuite, il y a tout ce travail que vous voyez ici de dessin directement sur la toile. Il y a des œuvres qui sont plus proches du trompe-l'œil, comme l'escalier et l'arche en faux bois, qui sont du travail traditionnel à l'huile. Donc c'est un petit peu un catalogue de ce qu'on sait faire. Donc si on la met là, ça va. Et là, ça va comme ça, effectivement. Bon, ben... Voilà, top. C'est parfait par rapport aux autres sujets. La créativité n'a pas seulement été artistique, elle a été aussi de s'approprier les contraintes de conservation en nous concevant un équipement qui est complètement modulable et qui permettra de renouveler très facilement et donc très fréquemment les accrochages. Et donc au total, on va découvrir ici plus d'une centaine d'œuvres. Et sur les grands formats, on peut considérer qu'à peu près la moitié va être changée tous les ans. Donc là, c'est bien de le regarder comme ça. Descendez de 10 cm si vous pouvez. Voilà, top. Cette mise en scène va aussi rapprocher le visiteur de l'œuvre jusqu'à lui faire sentir la sensualité de la fibre pour qu'il ait même envie de toucher, et ce sera enfin possible. Voici les coulisses de l'art tissé où l'on découvre enfin l'envers de la tapisserie, un espace baptisé les mains d'Aubusson. L'idée des mains d'Aubusson, c'est de montrer à la fois tout le travail de préparation dans la transition entre une œuvre d'artiste vers une tapisserie, ou bien un carton directement et la tapisserie. Donc c'est tout le processus d'élaboration artistique puis technique vers la tapisserie. Donc c'est nouveau effectivement dans la conception d'un musée de tapisserie. Elle va rentrer celle-là en largeur? Je suis pas sûre. Des morceaux de tapisserie à toucher, des outils au grand complet et du tissage sur place pour mieux comprendre et pour mieux voir un gros plan sur ces fameuses mains en plein travail, des gestes recueillis au gré des ateliers d'Aubusson. Arrivée de Paris, Nadia est un pur produit d'Aubusson. Elle s'est formée ici, elle y a créé son atelier, un atelier d'ordinaire fermé, mais sur lequel la cité va ouvrir une fenêtre. Super, voilà, et là on fait le raccord de l'autre côté. Je pense que ça peut contribuer à la compréhension de notre métier auprès du grand public, mais aussi auprès des artistes, puisque plus, je pense, ils auront connaissance des techniques qu'on utilise, et plus ils auront envie soit de les utiliser, soit de les maltraiter ou de les re-questionner. Enfin, disons que je pense que ça peut davantage attirer un petit peu l'attention sur le métier qu'on fait. Ah oui, ça c'est la taille de l'écran. Donc le meuble, il est un peu plus... On peut jouer sur le meuble ici. Ouais. Non, mais je me dis s'il y a des détails, tu vois. Voir, toucher, c'est bien. Mais jouer au lycée, c'est encore mieux. Et c'est possible grâce au métier à tisser virtuel. Je l'appelle plus volontiers un dispositif interactif qu'un jeu, puisque on vient finalement, on a vu de la tapisserie pendant sa visite, qu'on soit là au début ou à la fin de la visite, et dans le but du jeu maintenant, c'est d'être à la place du lissier. Donc on va venir sur un modèle qui est prédéfini, qui a été fait par une cartonnière. On vient choisir vraiment quel point on va utiliser, qu'on nous explique évidemment les différences entre les points. On vient choisir les couleurs et on vient faire sa propre tapisserie virtuelle. Le 10 juillet approche. À quelques jours de l'inauguration, l'histoire se met en place. Honneur à la plus ancienne, elle commence avec la Millefleur à la licorne qui ouvre le chapitre Verdures et grandes histoires. Ensuite, on tourne la page pour un instant de classique. Puis on entre dans l'ère industrielle, fertile en création mais pauvre en collection.
Mais les vides vont bientôt se combler. Donc on va avoir ici une tapisserie très rare, tissée par Braconnier à Aubusson, qui appartient aux collections du Mobilier National. Et puis viendra ici, toujours dans cette partie 19e siècle, un grand tapis en point noué. Là, c'est une galerie parisienne qui nous prête, et c'est un tapis qui provient des établissements Salandrouze, qui a été tissé vers 1820-1830 à Aubusson. Le XXe siècle, c'est le bouillonnement. Aubusson réinvente sa tapisserie. C'est la grande époque des Le Corbusier, Lursa ou encore Braque. Il replace l'art tissé dans toute sa gloire. C'est un tout. C'est vraiment cette logique, c'est que si le nom de musée a été abandonné au profit du nom de cité, c'est pas par un effet de mode ou pour dire il ne faut pas employer le mot musée à tout prix, il faut trouver un autre mot. C'est pas pour ça. C'est vraiment parce que dans l'idée de cité, on entend plusieurs services, plusieurs fonctions. Et comme on est en espace rural, qu'on est en temps de crise, il faut réfléchir à des choses très complémentaires, un peu malines, un peu intelligentes, et des fonctions qui se répondent les unes les autres. Ces murs tissent le lien entre tapisserie d'hier et celle de demain, entre créateurs et savoir-faire d'ici et d'ailleurs. On n'attend plus que le lever de rideau. Ce qu'on attend vraiment, c'est l'inauguration. C'est le moment où le public va arriver. C'est ça qui nous intéresse, c'est de voir la réaction du public, et en particulier des Aubussonnais, de ceux qui connaissent bien le musée ici, de voir comment ils réagissent, comment ils perçoivent ce nouveau projet alors qu'ils connaissaient l'ancien. Sur cette tapisserie, les alphabets du monde. C'est elle qui accueillera dès l'entrée le visiteur, comme une porte ouverte sur l'art tissé universel. Et c'est déjà la fin de ce numéro du mois de juin. Merci pour votre fidélité à ce magazine Enquête de région, une émission à retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Dès le mois de septembre prochain, les 3 rédactions de la Nouvelle-Aquitaine vous proposeront une émission commune, nouvelle formule. D'ici là, je vous souhaite un excellent été et de très très belles vacances.